Vous connaissez sans doute le show don't tell, une sorte de mantra qui sert aux arts visuels comme le cinéma et qui peut se traduire par montrer plutôt que dire. Pour prendre un exemple, quelque chose dont j'ai parlé récemment, Demon Slayer. On nous montre à plusieurs reprises que Tanjiro est quelqu'un de gentil, généreux, agréable. On passe aussi beaucoup de temps à nous le dire, mais bon, vous comprenez l'idée. Dans les films anciens particulièrement, on faisait plutôt l'inverse. Les choix de la mise en scène sont bien sûr dépendants des moyens et des capacités. On n'allait pas faire le prochain Star Wars sans budget, sinon ça donne Turkish Star Wars. Spielberg dans Les Dents de la Mer par exemple montre très peu le requin, l'animatronique ne fonctionnait pas très bien, notamment en partie immergée, et les effets très bien faits coûtent assez cher. Pour autant ce choix bonifie la mise en scène, on nous explique et on nous montre quand même ces dégâts sans pour autant voir la créature qui peut être dans chaque plan avec de la flotte. On se fait tout un film sur la créature. C'est la même chose qui est utilisée dans Jurassic Park, on s'imagine les dinosaures, puis on nous les montre. Ça fait travailler notre imagination, notre appréhension, le suspense, et ça rend la révélation mémorable. Est-ce que c'est bon pour vous? Et aujourd'hui c'est quelque chose qui n'est quasiment plus fait. On nous montre très vite les créatures et les monstres sans travail particulier dessus, sans doute parce que les technologies ayant évolué on peut plus facilement le faire, au détriment de ce type de mise en scène. C'est cette mise en scène qui est utilisée dans Alien. Et là je parle du premier film, car vous n'êtes pas sans savoir que les 4 films ont été réalisés par des réalisateurs différents, et donc sont dans des registres différents. Le premier est un film de science-fiction d'horreur, le second de science-fiction et d'action, le troisième de science-fiction et un film carcéral, et le quatrième c'est de la science-fiction et une fable étrange. Et qui dit registres différents dit mise en scène différente, et dans cette vidéo je vais essayer de décrire et analyser les mises en scène autour de l'alien dans chacun de ces films. Petite incise, mais savez-vous comment a été créé le design de l'alien? C'est une histoire un peu connue, mais je vais vous la résumer. L'équipe est composée principalement de novices, il s'agit du second film de Ridley Scott, et les acteurs sont pour la plupart inconnus au bataillon. De même pour les scénaristes, l'équipe donc fait appel à Giger, un illustrateur surréaliste suisse spécialisé dans la biomécanique, faisant de l'alien à la fois une créature et un robot. D'ailleurs des éléments de voiture et de moto ont servi à la création de la marionnette. L'alien lui est rendu de plus en plus réaliste, chaque film nous en apprend un peu plus sur son fonctionnement, son sang acide, sa reproduction, ses capacités. Vous pouvez voir dans ces illustrations, l'alien est très phallique, son crâne, sa bouche qui grandit, et pour cause l'alien est entre autres une métaphore du viol. L'alien est en quelque sorte une quintessence des thèmes du film, une alliance entre un être biologique et synthétique, cette dualité, le sexe, la naissance, la vie, la mort, c'est tout ce que représente cette forme élancée squelettique et robotique qui est devenue un des monstres les plus connus de la pop culture, l'alien. Moi aussi j'étais aventurier autrefois, et puis j'ai pris une flèche dans le genou. Premier film de la saga sorti en 1979, Wikipédia le décrit comme un film de science-fiction horrifique de monstres, ce qui pour le coup est une assez bonne définition. Le film met en scène l'équipage d'un cargo qui se font réveiller de leur sommeil par le vaisseau nommé Mother, qui vient de recevoir un signal radio provenant d'une planète. Ils se rendent dessus et ramènent sans le faire exprès un alien qui naît dans le corps d'un des membres de l'équipage et qui grandit massacrant les membres de l'équipage un à un. Notre héroïne, Ellen Ripley, sera la seule survivante. La particularité de ce film, contrairement à beaucoup de films de monstres de cette époque, voire encore aujourd'hui, et que nous avons toute l'évolution de la créature, son parcours de vie en quelque sorte. On voit les œufs ainsi que le facehugger. Pardon, mais hugger, il me semble que ça veut dire câliner. Alors, on n'a peut-être pas la même définition, mais je ferai pas de king shaming. Le facehugger donc s'accroche, comme son nom l'indique, à la tête d'une personne pour lui pendre à l'intérieur. Là, passé un certain temps d'incubation, la créature, tel un parasite, sort de la cage thoracique de sa victime, la tuant sur le coup, de manière assez spectaculaire. Ensuite, la créature grandit à une vitesse folle qui lui donne au final cette apparence. Elle est douée d'une grande force, particulièrement discrète, et une partie de son anatomie ressemble à des éléments de mécanique. Couplée à ses couleurs sombres, elle se fond dans le décor, attaquant tout le temps ses adversaires par surprise. Elle semble être un prédateur parfait, sans faille, avec tout ce que l'évolution et la nature peuvent fournir pour en faire une arme de mort. Ouais, le plus rapide du monde, c'est l'Huracan. C'est surtout avec cette particularité que joue Ridley Scott. L'alien est très peu filmé dans le film. La durée de sa présence à l'écran ne doit pas dépasser la dizaine de minutes sur un film de 2 heures. Pourtant, on connaît beaucoup de choses du fonctionnement du monstre. Les héros l'étudient pour en savoir plus et l'affronter. On apprend qu'il a un sang acide, qu'il est très discret et qu'il a des griffes acérées.
D'ailleurs, le fait qu'il soit discret explique qu'il apparaît peu à l'écran. Et c'est aussi ce qui le rend terrifiant. Il pourrait être dans n'importe quel plan, et c'est ce qu'il fait dans la scène de fin contre Ripley. Et le peu d'apparition rend ces moments incroyables. Quand Dallas se fait tuer dans les tuyaux, l'alien apparaît et Dallas disparaît, les choses s'inversent. Ça nous permet de comprendre que cette créature, déjà dangereuse, essaie de se multiplier en utilisant les humains qu'elle capture. C'est un prédateur qui se cache, et la mise en scène qui se centre sur les humains prend autant soin sur ce qu'elle montre que ce qu'elle ne montre pas. Le hors-champ, comme dans Les Dents de la Mer, c'est la clé de la mise en scène de Alien dans ce premier film, une surprise qui peut surgir à tout moment. Ça se couple avec un travail sonore impeccable, travaillant les silences, les bruits de mécanique, pour augmenter notre stress devant le film jusqu'à l'explosion de nos tympans. Cette mise en scène, qui montre peu l'alien afin de l'iconiser proportionnellement, permet également au film de porter ses différentes thématiques. Mise en scène renforcée par des bruits semblables à des battements de cœur, semblables à un métronome qui appuie l'idée d'une attaque inévitable. J'en ai déjà parlé un peu en début de vidéo, le xénomorphe c'est la vie et la mort, Eros et Thanatos. Il naît dans le film et essaie de faire prospérer son espèce, mais c'est aussi et surtout celui qui amène la mort. Son allure squelettique le rappelle un peu comme le fait la faucheuse. Son allure est semblable à une énorme bite. C'est Giger qui lui a donné cet aspect. Il s'agissait auparavant d'un dessin qu'il avait réalisé pour toute autre chose, mais qui a été choisi par l'équipe du film pour son apparence. Bonjour les nonnes. Regardez cette tête, cette bouche dans la bouche, et bien sûr cette queue. Merde. Souvent le viol est perçu comme une sorte de mort. De nombreuses victimes témoignent être dans un état second à la suite de cette violence. Et la façon de tuer de l'alien ressemble à un viol. Il pénètre violemment ses victimes et le fait par surprise. Cette image de la pénétration se retrouve dans le film avec cette caméra qui se déplace dans des couloirs. C'est d'ailleurs pour cela qu'une partie du vaisseau a été faite en dur pour permettre à cette caméra de se déplacer. Pareillement quand la créature sort du thorax, la façon dont elle se déplace dans les conduits d'aération étroits, et pourtant la création de la vie est aussi au cœur du film. L'alien naît et essaie de donner naissance. Pour ce faire, il pénètre les corps d'un humain et le féconde en quelque sorte. C'est aussi le cas du vaisseau qui s'appelle Mover, maman, et qui donne naissance au personnage au début du film. D'ailleurs, l'alien semble à sa place dans le vaisseau, comme un bébé dans le ventre de sa mère. Le film a des thématiques très freudiennes que nous n'aborderons qu'en surface. Si vous voulez en savoir plus, allez voir la vidéo du cinématographeur. Le sexe et la mort, la vie et la mort sont souvent liés dans la fiction. Regardez la mort de Kane qui essaie d'étouffer Ripley avec un objet phallique, entouré de photos de femmes nues, alors que Parker débarque le frappant avec un autre objet phallique faisant gicler le liquide du droïde comme du sperme. Décidément, je suis pas assez payé pour ces conneries moi. Mais attends, je suis même pas payé. L'alien est de toute façon une construction dichotomique, un mélange absurde d'une part de biologie et de mécanique, dans ses thématiques comme je viens de le montrer, et c'est peut-être ça qui en fait un prédateur aussi redoutable. Sa dichotomie touche autant l'alien que le film. Par exemple, bien que ce soit dans un futur avec des vaisseaux et des déplacements conséquents dans l'espace, la scène du déjeuner nous montre qu'ils ont des objets du quotidien similaires aux nôtres. Le film est très matérialiste à ce niveau-là. Chaque action dans le vaisseau demande une manipulation humaine, précise et minutieuse, qui consiste souvent à mettre des trucs cylindriques dans des trous. Bref, on pourrait en parler des heures, mais voilà ce qu'est l'alien dans le premier film. Une créature à l'allure et aux thématiques dichotomiques qui reste dans l'ombre tel un prédateur, dont un seul individu est extrêmement dangereux avec tout ce qu'il faut pour tuer. Et dans le second film, on change de réalisateur, et donc on change beaucoup de choses à propos de l'alien. Hello my baby, hello my honey, hello my ragtime gal. Alien le Retour est un film sorti en 1986, réalisé par Fort du succès de Piranha 2, non bien sûr de Terminator, Wikipédia classe ce film comme la science-fiction horrifique. Cette fois-ci, je ne suis pas d'accord avec l'encyclopédie. Il manque selon moi l'aspect action qui est une composante essentielle qui va en grande partie expliquer le changement par rapport au premier film. En effet, dans Alien le Retour, on suit une unité de marines coloniaux envoyés sur la planète où l'équipage du premier film avait récupéré l'alien. Le film se déroule 57 ans après le premier. Ripley a été repêché très tardivement et une colonie s'est faite sur la planète des aliens. Les marines doivent sauver les habitants, mais vont se retrouver pris au piège par les bestioles extrêmement nombreuses. Ripley est envoyée avec eux parce que c'est la seule qui connaisse les aliens. Et c'est pas vraiment par plaisir. De par le résumé, vous comprenez bien que ce film laisse la part belle à l'action. Ensuite, carrément des Space Marines. Non, pas cela. On les écoute se chamailler, parler, armes, bref, un truc bien testostérone. On change complètement de formule. Là, c'est les aliens qui sont en surnombre. Et ça accroît encore plus la menace malgré l'équipement débile de nos héros. Pour autant, on voit toujours aussi peu les aliens. James Cameron décide de faire en quelque sorte une forteresse assiégée. Les héros se terrent dans un bâtiment où ils sont en partie à l'abri des aliens, bien que certains arrivent à passer. Mais la majorité entoure complètement la zone afin de ne laisser aucune porte de sortie à nos héros.
On nous montre bien ici que cette planète c'est celle des aliens, et les humains n'y sont pas en haut de la chaîne alimentaire. C'est même eux qui servent d'outils aux aliens afin qu'ils se multiplient. Bref, ça fait des booms, des pompons, et la scène de fin montre bien que l'on est moins dans de l'horrifique ici que dans un film d'action. Au sujet de la reproduction des aliens, Alien le Retour apporte une nouvelle information qui n'entre pas en contradiction avec le premier si l'on ne fait pas trop attention aux détails, et à l'efficacité de la méthode. En effet, à la fin du film, Ripley se trouve face à la reine alien. Ces créatures fonctionnent alors de la même manière que les fourmis ou les abeilles. C'est pas spécialement con, vu qu'ils ressemblent déjà à des insectes, avec un corps fin et une chitine qui les protège. La création d'une reine alien est surtout très intéressante pour l'une des thématiques du film qui tourne autour de la maternité et de la féminité. Get away from her, you bitch! Alien premier du nom avait déjà comme thématique la maternité et la féminité. Mais ça, on l'a déjà dit. Le vaisseau s'appelle Mother, je rappelle. Le personnage principal doit se faire une place dans un monde d'hommes. C'est le cas dans le premier, mais d'autant plus ici. Le film s'ouvre sur un cauchemar de Ripley qui a peur d'accoucher d'un xénomorphe. Elle a peur de cet enfant monstre. Ensuite, elle demande des nouvelles de sa fille morte de vieillesse. Et oui, Ripley, comme de nombreux papas, est allé chercher du lait pendant 57 ans, mine de rien. Le personnage vit très mal la perte de cette fille, qu'elle n'a quasiment pas pu côtoyer. C'est sans doute pour cela qu'elle s'attache autant à Newt. Elle voit en cette fille la fille qu'elle avait, c'est en quelque sorte son instinct maternel qui parle. Même si bon, c'est pas quelque chose d'universel, l'instinct maternel. Elle s'entiche tellement de cet enfant qu'elle refuse de la perdre et fonce en enfer, représenté par cet ascenseur descendant, pour aller la chercher tel Orphée pour Euryside. Ou plutôt Déméter, déesse de la terre et de l'agriculture, donc de la fertilité en quelque sorte, qui va chercher sa fille Perséphone enlevée par Hadès, dieu des enfers. D'ailleurs, Ripley est souvent liée à la terre, comme dans ce plan. Là, elle sauve sa fille et doit faire face à la mère ultime, la reine Xénomorphe, la mère de la créature qui l'attaquait lors du dernier film et de tous ceux de ce film-là. Les deux femelles s'affrontent alors pour savoir qui sera la mère la plus protectrice. Mais, spoiler, Ripley a un lance-flamme. Ripley adopte parfaitement son rôle de mère, protectrice, maternelle. Si le premier film la montre s'accepter en tant que femme, s'affirmer même, le second dévoile la mère qu'elle est. C'est tout comme le xénomorphe, il est encore plus monstrueux et pourtant plus humanisé. La reine alien est mue de ce qui ressemble à de la colère lorsque Ripley brûle ses œufs, et fait tout pour que l'héroïne ne s'en sorte pas. Elle est bien plus imposante que les autres aliens, comme on l'attend d'une reine. Si la première fois qu'elle apparaît, elle ne semble pas pouvoir bouger de par son corps imposant, dans le combat de fin nous verrons tout l'inverse. Une créature effroyable combattue pied à pied par une Ripley dans un exosquelette d'ouvrier. Mais contrairement à Ripley, la reine alien n'hésite pas à se servir de ses rejetons quitte à ce qu'il meure. C'est en ça également que le xénomorphe devient un vrai monstre, un vrai alien dans le sens où il est complètement en dehors de l'humanité, de par sa façon d'agir. Le mot vient d'alienus qui signifie étranger, ce qui correspond carrément à ce monstre. D'ailleurs, le nom de l'espèce c'est xénomorphe. Xénos vient du grec ancien qui signifie étranger, encore une fois. Morphe correspond à la forme, ce qui signifie donc forme étrangère, une forme de vie étrangère. N'est-ce pas? Ici, on creuse un écart entre Ripley qui représente l'humanité au sens des qualités, et le xénomorphe qui est inversé comme dans un miroir. On les voit assez peu les xénomorphes dans ce film. Cameron voulant aller plus loin que le film précédent, il les fait se faire défourailler par la technologie humaine afin de laisser la part belle à son bébé, la reine. Certes, il s'agit d'une mère, mais elle en représente les mauvais côtés, comme on peut retrouver chez Freud, alors que Ripley est une mère représentant les bons côtés de ce rôle et de cet archétype. Ah bah c'est bien Neil, super pour l'appareil photo, génial. Oh t'es vraiment un sale petit con hein. Cette opposition est, paradoxalement, mise en exergue dans le troisième film, mais ça, nous allons le voir. Alien 3 ou Alien Cube? C'est quoi la logique de ce putain de titre en fait? Si quelqu'un le sait, je suis preneur. J'ai rien trouvé. Ce film a été réalisé par David Fincher. Notez les guillemets, parce que la production de ce film a été un foutoir absolu. Je ne résumerai pas ici, beaucoup d'autres l'ont fait, allez voir la vidéo du fossoyeur de film. Sachez juste que David Lynch a eu tellement peu de liberté et que c'était tellement le bordel qu'il avait plus envie de faire de film après. Et d'ailleurs ça se voit dans le film, le scénario part un peu dans tous les sens, se dispersant dans pas mal de scènes et surtout ça commence par la mort de Newt, X et Bishop, ce qui est une décision particulière. Bref, petit résumé habituel. La navette dans laquelle étaient les personnages à la fin du second film s'écrase sur une planète pénitentiaire à cause d'un facehugger. La seule survivante, Ripley, se retrouve donc entourée d'hommes prisonniers pour des raisons toutes plus graves les unes que les autres. Là, sans armes, sans équipement, ils vont devoir survivre à un nouvel alien. Ripley apprendra d'ailleurs durant le film qu'elle a dans son corps une future reine alien. Elle en profite pour faire venir la société Voyland, une société capitaliste, cupide, dont je n'ai pas parlé mais qui est au cœur de la saga. Capitaliste et cupide, est-ce qu'on est obligé de faire un pléonasme? Puisqu'ils veulent se servir de l'alien pour faire un max de thunes, et ce depuis le premier film.
La société vient donc la chercher, mais Ripley préfère se suicider en portant avec elle la future reine alien. Ici on a donc une nouvelle itération de ce que peut être un film alien, et pour cause cette fois-ci le film est un film de science-fiction horrifique avec en plus un aspect film de prison. On renoue un peu avec les scènes horrifiques et de tension du premier. Bien qu'il y en ait dans le second aussi. Et les scènes d'action du second film. Malgré les déboires sur la création du film, cela n'empêche pas David Lynch d'y mettre sa patte notamment dans les scènes de tension servies par un montage nerveux. Ah, attends, par contre, je vais t'arrêter tout de suite, je vais t'expliquer un truc, moi je suis un nerveux, donc là à tout moment ça part en fait. Après le film est quand même moins bon, il a beaucoup souffert de sa production chaotique. Dans ce film, l'alien naît soit d'une vache, soit d'un chien selon les versions. Non mais, c'est tellement le bordel que selon les versions, le xénomorphe il sort pas du même animal. C'est très grave hein. C'est important mine de rien, car quelque chose que je n'ai pas dit sur le xénomorphe, c'est qu'il prend les caractéristiques de l'être dans lequel il incube. Du coup, le xénomorphe qu'il y a dans le film est sans doute plus proche du chien que de la vache. On retrouve dans cet Alien 3 la dichotomie Eros et Thanatos, peut-être même plus que dans les films précédents. L'alien est littéralement la cause de la mort des personnages principaux des films précédents, et notamment de la jeune Newt, symbole de l'innocence et des victimes de cette créature aux antipodes de celle-ci. Il massacre encore et encore dans ce film. C'est également une ombre qui plane sur tous les personnages, certes, mais particulièrement sur Ripley. Oui, elle n'est pas menacée par le xénomorphe, puisque le fait qu'elle incube la reine alien l'immunise aux attaques prédatrices du monstre. Mais la créature est aussi symbole de vie ici, notamment via l'incubation de la reine alien. Ripley devient la potentielle génitrice d'une reine et en ce sens se lie à elle. La fille qu'elle vient de perdre est remplacée par le fait qu'elle enfante ce monstre. T'as pas une gueule de porte-bonheur. D'ailleurs, la scène d'inhumation de Newt est mise en scène en parallèle avec la naissance du xénomorphe. La reine donne naissance, Ripley enterre. La reine et Ripley sont encore plus rapprochées dans le second film. Elles ont littéralement le même rôle. Mais Ripley le refuse et bat définitivement son adversaire en tuant son enfant. Freud, casse-toi de là. Dans Alien 3, on assiste surtout à une nouvelle évolution du personnage de Ripley. Je l'ai déjà dit à propos des autres films, mais elle est dans un milieu masculin là encore, plus que dans les précédents, et sa féminité est un problème pour le coup. Là où elle l'embrassait dans le second film et en tirait sa force, ici elle doit la camoufler pour survivre. D'autant que là la thématique du viol est plus explicite avec les détenus. C'est pour ça qu'elle se rase les cheveux et qu'elle décide elle-même de coucher avec le docteur Clement. C'est elle qui maîtrise sa sexualité, et non les autres. Cette évolution est là pour la mettre en opposition à la reine. On peut être d'accord ou non avec cette itération, mais elle apporte quelque chose à la saga. Après être devenue une femme, Ripley, dont la féminité est prise en otage par la reine, reprend le contrôle de son corps et de sa vie de par son sacrifice, qui est un geste ultra héroïque et qui vient conclure l'arc héroïque du personnage. Dans le premier film, elle devient une survivante, dans le second, elle apprend à maîtriser les armes, et dans celui-ci, elle obtient l'altruisme des héros capables de se sacrifier comme dans Il faut sauver le soldat Ryan, Braveheart, Titanic et tant d'autres qui font passer les autres avant soi. Là on se dit, le personnage principal, que les scénaristes ne comptaient pas faire revenir dès le second film, dans les premiers scripts du moins, ce personnage donc est mort. Il va falloir trouver peut-être des nouvelles thématiques, de nouveaux personnages pour la saga, la faire évoluer, la faire prendre une nouvelle direction. Mais non, ils ont réussi à nous la ressusciter. Peut-être parce qu'elle est plus vendeuse, ou bien qu'ils avaient pas d'idée. Mais eux au moins ils filment pas dans une cave qui pue la merde. Mais encore une fois, le film est ce qu'il est. C'est-à-dire pas un très bon film. Mais il réaborde les thématiques à la sauce Jean-Pierre Jeunet. Sorti en 1997, le scénario est de Joss Whedon, qui avait écrit 4 films auparavant, dont Toy Story et Waterworld, qui est un sacré geek s'inspirant beaucoup de la pop culture pour écrire ses propres récits. Il est un très grand fan de la saga Alien, dont il va faire beaucoup de références dans son script. À la réalisation, quelqu'un avec qui il aura des différends à cause d'Alien 4 justement, Jean-Pierre Jeunet. Un jeune Frenchie qui ne fait pas beaucoup de vagues avec ses exigences, et qui lui permet de façon discrète de faire de ce film son film, dans son esthétique, ses thématiques, et même dans ses acteurs, en partie avec des têtes très connues de son cinéma. Bon, passons au résumé du scénario. Et accrochez-vous, ça va être pépite. L'histoire commence 200 ans après le suicide d'Hélène Ripley, et donc du troisième opus. La technologie n'a pas du tout évolué, si ce n'est dans la création des clones qui permettent à un clone de Ripley de reprendre vie. Mais ce n'est pas tout, attendez. L'ADN de cette Ripley a été mélangé dans le processus avec celui de l'alien. Ce qui offre au personnage une force, des réflexes et une vitesse surhumaine, et même un sang acidifié. Puisque son ADN s'est mélangé à la reine alien qui était dans son corps, vous comprenez? J'ai l'air de me moquer de cette idée, mais elle est en vrai très intéressante pour les thématiques de la saga. 23-0 C'est la piquette, Jack. T'es mauvais. C'est juste que ça fait très scénar de série B, mais j'y reviendrai après.
Ensuite, un groupe de pirates accoste là où Ripley est retenu, un endroit où des aliens sont retenus pour faire des expériences sur eux, et bien sûr, ils vont s'échapper et semer la mort. Cole l'android tente de tuer Ripley car elle a connaissance qu'elle couvait une reine alien, ce qui n'est plus le cas maintenant, et les deux feront équipe pour tout le reste du film. La reine alien qui était enfermée pour les expériences donne naissance à un newborn, nouvelle espèce d'alien née de l'utérus de la mère alien, qu'elle a acquis grâce à son ADN mélangé à Ripley. Je vais vite terminer le résumé et prendre un Doliprane, moi. Le newborn tue la reine alien et semble respecter Ripley 8. D'ailleurs, il y a des scènes très particulières entre lui et Ripley. Bizarre, Nicolas. Non, je le prends maintenant le cacheton. Les héros s'en débarrassent en l'éjectant dans l'espace comme dans le premier film et le second. Je l'ai dit que Whedon était fan et qu'il aimait faire des références dans ses films. Puis les personnages s'écrasent sur la Terre. Selon les versions, on voit un Paris ravagé, mais les personnages de Cole et Ripley sont en vie, ce qui serait parfait pour une suite contrairement aux 3, mais qui ne viendra jamais. D'ailleurs, le Nostromo, il me semble, se dirigeait vers la Terre, donc Ripley est en quelque sorte arrivé à destination. Donc c'est une fin qui boucle bien son parcours de personnage en quelque sorte. Bien que ce ne soit sans doute pas la Terre qu'elle a connue. Peut-être un jour un crossover entre Ripley et Mad Max, qui sait. Bon, le film part un peu dans tous les sens là aussi. C'est quand même moins le foutoir que dans le 3, mais on voit que le scénario et la mise en scène ne sont pas faits par le même artiste et que chacun avait sa vision et sa volonté dans ce film. En interview, Jeunet dit qu'il a accepté car il est rare qu'un Français soit contacté par les grosses productions hollywoodiennes, et qu'il voulait tester ça. Whedon est dégoûté de ce que son film a donné, et il se manque souvent dans ses scénarios ou dans ses dialogues. Cependant, le film est très cohérent avec ses thématiques et avec le reste de la saga, comme on va le voir justement. Dans ce film, on assiste au retour d'Hélène Ripley, elle est ressuscitée. C'est le titre du film. Jusque-là, ça va. Mais elle a été ressuscitée au moment où elle portait l'alien. Du coup, les scientifiques ont aussi cloné la reine alien. Jusque-là, ça part en couille. Pendant le processus, les ADN de l'alien et de Ripley se sont mélangés, ce qui octroie à celle-ci des atouts de taille pour survivre. Après les avoir affrontés durant 3 films, Ripley est liée à ses ennemis mortels, et ce sans qu'elle le veuille. Elle doit apprendre à vivre avec. Malheureusement dans le film, Ripley est plus obnubilée par le fait qu'elle soit un clone que son ADN soit mélangé à l'alien. Ce qui peut se comprendre, ça fait beaucoup encaisser, et le film n'en laissera que peu le temps. On l'a vu dans les 3 films précédents, Ripley est de plus en plus rapprochée de l'alien. Si dans le premier elle est éloignée de sa sauvagerie, de sa monstruosité et de sa violence pour se développer elle-même, dès le second, Cameron fait un lien entre elle, sa maternité et celle de la reine alien. Dans le 3, elle porte carrément une reine alien dans son corps, et enfin, dans celui-ci, elle renaît avec ses gènes. On retrouve cette idée de naissance, mais cette fois-ci, cette naissance est plus proche de celle des aliens. Quand les aliens naissent dans les autres films, c'est dans une ouverture gore du corps de leur hôte. Ripley, elle aussi, naît dans une scène un peu gore. Je dis un peu car on assiste à une opération pour lui retirer la reine alien. C'est pas aussi sanglant que la naissance du xénomorphe, mais quand même. Et Ripley, symbole de vie par excellence dans la saga, s'est retrouvée liée au symbole de la mort de la saga, le xénomorphe. Et elle donne l'attribut de donner la vie à la reine alien, qui a aussi muté et passé d'ovipare à une mise à bas plus proche des mammifères. La reine alien était bien capable de donner naissance avant, mais elle donnait naissance à des créatures dont elle avait le total contrôle. Ici, sa façon de donner naissance est bien plus humanisée. Elle est allongée comme pour un accouchement et elle donne naissance à un monstre qui est bien plus humain que les autres xénomorphes, dans son apparence et dans sa manière d'agir. La créature nommée Newborn agit comme un enfant de très bas âge qui serait doté d'attributs mortels. Dans la continuité du message freudien du premier film, dégage Freud. Le fils tue la mère et semble posséder des pulsions sexuelles envers Ripley, qui est un peu sa mère en quelque sorte puisque c'est elle qui a donné naissance à la reine alien, ses nouvelles capacités à donner naissance, etc. Le Newborn est donc un élément essentiel au message du film, comme la reine alien, mais surtout comme Ripley dont il est le plus proche. Il est ce qui se rapproche le plus d'un hybride alien-humain. Cette nature difforme, contradictoire, est au cœur du cinéma de Jeunet, qui est souvent absurde, comme le fait d'ouvrir une salle avec son haleine, dans un monde pourtant très organique et palpable. Ça marche pas, ça marche pas. Je vous conseille à ce sujet Délicatessen. C'est un peu spécial, mais c'est très intéressant. Est-ce que vous connaissez l'effet de la vallée dérangeante? Ah oui, c'est vrai, je parle tout seul. Bon, cet effet se cristallise autour du malaise qui naît en nous humains face aux imperfections de quelque chose qui nous ressemble. Et je ne parle pas de moi. Je parle des androïdes, surtout quand ils sont en partie détruits, c'est aussi l'effet que les poupées peuvent nous donner, et sur quoi Chucky se base pas mal, et c'est quelque chose que l'on peut ressentir vis-à-vis du newborn. Ces traits qui sont très humains nous dérangent d'autant plus que le design de la créature est poisseux. Ses yeux livides, la part où passent les émotions, et dit-on l'âme sont creux, comme si elle manquait d'humanité justement. Ici le newborn est porteur de thématiques classiques dans la saga, comme Ripley, et il en est en quelque sorte une quintessence. D'autant que Ripley dans ce film n'est pas très développé finalement. Si ce n'est dans sa relation avec Cole, qui est une androïde très humaine, mais qui ne l'est pas pour autant. Un peu comme notre héroïne justement.
Le newborn est surtout très sexuel. Regardez la manière dont le newborn et Ripley se touchent, comment ils agissent l'un envers l'autre. Le newborn n'est jamais caché quand il naît, il est déjà tel quel, et il meurt peu après. On ne sait donc pas s'il serait capable d'évoluer comme ses prédécesseurs. Il n'est jamais caché contrairement aux autres aliens des autres films, on le montre entièrement, et ce pour montrer à la fois qu'il est proche de l'humanité, mais particulièrement horrible. Sa naissance est déjà l'occasion de le voir en entier. Il sort du ventre de sa mère en explosant tout comme le ferait un chestbuster. Il s'approche directement de sa mère et la tuera d'un seul coup, et s'approchera vite de Ripley. La créature est terrifiante, semble plus fort qu'une reine et capable d'une rare violence. Bref, le newborn, même s'il détonne un peu avec les restes des monstres de la saga, est un ajout intéressant qui n'a malheureusement pas été assez présent pour qu'il le soit totalement. It was at this moment that he knew. He fucked up. Tu dégages! Impact. Event in 5, 4, 3, 2, 1. Les 4 films Aliens sont des films uniques. Ils ont beau faire partie d'une même saga, connue et reconnue de tous, chacun est unique. Ils ont tous leurs pattes, la manière de mettre en scène Sigourney Weaver et les aliens. Le premier est plutôt horrifique, le second un film d'action, le troisième un film de prison et le quatrième un film de Jean-Pierre Jeunet. Non mais c'est plutôt une sorte de fable comme Jeunet aime bien le faire. Et c'est ce qui est incroyable avec cette saga. Chaque auteur, chaque équipe a pu remodeler l'univers et le monstre à leurs besoins, comme un exercice de style qui ne sont pas toujours très réussis, mais qui sont toujours intéressants. Et cohérent avec les thématiques des autres films. Je trouve ça fou que les équipes changent mais que le Xenomorph ont tellement d'aura que leurs thématiques transpirent dans ces productions. D'ailleurs, en parlant de production, celle de chacun de ces films a été une galère absolue. Sauf le 4 d'après Jeunet. Mais les producteurs ont apparemment été pénibles sur le premier, des différences artistiques entre Cameron et une partie de son équipe dans le 2, les producteurs qui prennent presque le rôle de réalisateur dans le 3. Et pourtant ces films sont au pire très intéressants, au mieux incroyables. Le 4 est considéré comme un échec et tue dans l'œuf une suite possible avec Ripley. La saga ne reviendra que quelques années plus tard avec aux commandes Ridley Scott. Je ne suis pas très original, j'ai détesté Prometheus et Covenant. Ces films se déroulent avant le premier film et sont censés apporter des réponses sur l'origine des aliens et celui du Space Jockey du premier film. Ce qui n'est déjà pas nécessaire, mais pourquoi pas. Et les films n'apportent que très peu de réponses, et celles apportées ne sont pas très satisfaisantes. La réalisation de ces films est globalement bonne. Ridley Scott sait faire des plans qui déchirent et faire bouger sa caméra, bien que là aussi ce ne soit pas au niveau du premier Alien. Ces films étaient rendus comme horrifiques comme Alien le 8e passager, mais ce film-là se passait dans un vaisseau claustrophobique, et pas sur une planète immense. Mais bref, il y a de très bonnes vidéos sur ces films, que je vous mettrai en commentaire épinglé. Non, ce qui me dérange le plus dans ce film, c'est l'ego de Ridley Scott. Le réalisateur a longtemps râlé en interview au sujet des suites à Alien, les déconsidérances qui se voient dans ces films, puisqu'il n'y a rien qui est en lien avec les autres aliens, ni Ren, ni rien de tout ça, à part quelques références. Ridley Scott les déconsidère puisqu'ils ne correspondent pas à sa vision de l'alien. Il va donc régler ça en faisant des films qui collent à sa vision, mais qui paradoxalement ne collent pas à l'alien. Sans rire, elle débarque d'où cette fixette créationniste? Le sous-texte religieux, même si la religion donne un sens à la vie et à la mort, elle n'est pas présente dans la saga initiale. Même dans le 3, la religion est utilisée comme manipulation des prisonniers. Scott travaille la thématique du créateur comme pour signifier qu'il est lui-même le créateur de l'alien, alors qu'il s'agit d'un travail collectif. Les thématiques du créateur sont très intéressantes dans ces films, et on pourrait l'analyser en perspective avec le réalisateur. Mais on ne va pas le faire ici, ça prendra du temps, on le fera peut-être un jour. Ce qui est sûr, c'est que ça met ces deux films à part, se centrant plus sur la religion en termes généraux, et non plus la vie, la mort et le viol. C'est ce que je leur reproche le plus. Ça et m'avoir fait cacher 2 tickets de ciné pour voir ces deux merdes. Oui, je peux leur reconnaître des thématiques, mais pas que c'est des bons films. Je vais vraiment conclure cette fois-ci, avec Alien Romulus. Je n'ai pas vu le film à ce stade d'écriture. Je n'ai pas vu le trailer ou lu de synopsis pour me garder la totale surprise. Pourtant, j'ai confiance. J'ai confiance car Alien se prête, de par sa nature, à ce que des réalisateurs et des réalisatrices s'emparent de sa mythologie pour en faire quelque chose. Et le réalisateur choisi ici a une vraie patte et de vraies idées. J'ai hâte de voir son traitement de l'alien, et je reviendrai vers vous pour en parler. Oh putain la vache! C'est la canalisation, ouais. Ça rate. C'est un alien. Wow. Ta gueule. C'est vraiment ta gueule. Tu le fais en mode dans le 1, juste comme ça là. Ah mais on va faire un seul film d'horreur, mais on va le faire bien, ça c'est sûr.